Stratégie d'apprentissage dans le cadre de l'approche par compétences. La formation médicale axée sur le développement des compétences reconnaît la complexité de l'exercice professionnel et tient compte de la nécessité de devenir un praticien réflexif. Pour ceci, la formation doit être centrée sur l'apprenant, donc on aura besoin de stratégies d'apprentissage adaptées. Commençons par la supervision clinique, qui est une stratégie d'apprentissage permettant de fournir une guidance à l'égard de l'apprenant en formation et d'une rétroaction à l'égard de son développement personnel, professionnel et éducationnel. Il y a toute une dynamique dans la supervision clinique, d'abord dans la planification, ensuite dans la réalisation des activités, pendant laquelle le superviseur observe l'apprenant en train de réaliser les activités, et puis à la fin, donc il y aura une rétroaction constructive pour guider l'apprenant dans son apprentissage. Superviser donc permet de guider, surveiller, analyser, agir, corriger et accompagner. C'est toujours dans le cadre de l'accompagnement. Superviser, c'est regarder par-dessus de l'épaule de l'apprenant, comme donc c'est décrit dans le dictionnaire Larousse, pour pouvoir le guider dans son apprentissage. Superviser, c'est donc former. Tout ceci, c'est former. Et on a besoin d'être formé au quotidien. Donc finalement, survient donc le concept aussi de superviser au quotidien. Puisque pour être formé au quotidien, il vaut mieux être supervisé au quotidien. Au fait, le stage est une occasion d'être formé. Et on peut superviser le stagiaire en action, dans la salle d'urgence, lorsqu'il est en train d'expliquer au patient, ou lui annoncer des mauvaises nouvelles à la famille, lorsqu'il est au téléphone en train de parler à un collègue, lorsqu'il est en train de discuter avec les confrères. Donc, on peut profiter de situations donc lors du stage et là, c'est vraiment profiter de cette occasion de former. Donc, la supervision clinique peut s'improviser aussi pour profiter d'une situation clinique particulière intéressante. Et ceci peut être fait lors d'une supervision directe. Donc là, une supervision clinique peut s'improviser. Donc, en passant donc à côté de la salle d'urgence, on voit l'interne en train d'examiner un patient. Donc, on est en train de l'observer lors de la réalisation de cette activité et suite à ça, donc, on peut donc aller dans le bureau pendant 5 à 10 minutes pour avoir une rétroaction avec lui. Et là, donc, on peut profiter de cette situation pour faire une supervision clinique. Donc, ceci pour la supervision directe. Donc, il y a eu une présence physique directe du superviseur ou du patient. Ça peut aussi se faire donc secondairement, donc devant un enregistrement vidéo. Là, c'est la méthode de choix pour explorer les compétences communicationnelles et relationnelles. La supervision peut être aussi indirecte et là, ça consiste en un compte rendu fait a posteriori par l'apprenant à son superviseur. La séance de rétroaction se fait à partir du récit et cette méthode est appropriée pour la discussion des hypothèses diagnostiques, pour la démarche de la prise en charge et pour l'expression aussi des émotions ressenties par l'apprenant. Deuxième stratégie d'apprentissage dans le cadre de l'approche par compétences est l'apprentissage basé sur les cas. Là, il s'agit aussi de stratégies pédagogiques centrées sur l'apprenant. Le cas est le point de départ des processus d'apprentissage. Au fait, lorsqu'il va voir ce cas ou lorsqu'il va se trouver devant cette situation clinique, ce cas clinique, l'apprenant va s'en rendre compte de ses lacunes, va découvrir ses lacunes, donc va découvrir les connaissances à apprendre. Là, on parle de la pédagogie par découverte. Premier type d'apprentissage basé sur les cas est le CBL, Case-Based Learning. Là, on va apprendre de nouvelles connaissances contextualisées en partant d'un cas. Au fait, l'apprenant va découvrir ses lacunes. En lisant le cas, il aura des concepts qu'il ne va pas comprendre, donc il va découvrir ses lacunes. Ces concepts seront comme une amorce accrocheuse qui vont stimuler son besoin d'auto-formation. Donc, ce case-based learning permettra le développement de connaissances ou le renforcement de liaison entre les connaissances.
Puis, un autre type d'apprentissage basé sur les cas est l'apprentissage par résolution de problèmes, l'ARP. Là, donc, ce sera plus contextualiser les connaissances à l'intérieur de situations authentiques d'apprentissage pour résoudre un problème. Quelle est la différence entre CBL et ARP? Au fait, CBL est basé sur des cas cliniques authentiques conceptualisés dans le but de théoriser les concepts ressortis du cas clinique. Donc, à partir du cas, on va avoir de la théorisation. Là, il s'agit d'une démarche inductive. Pour l'ARP, c'est plutôt une démarche déductive puisque c'est basé sur des cas cliniques authentiques dans le but de résoudre les problèmes posés par le cas clinique. Dans le cadre aussi d'apprentissage basé sur les cas, il y a l'ARC, l'apprentissage des raisonnements cliniques. Et à travers cette stratégie d'apprentissage, on va entraîner l'apprenant au raisonnement clinique à travers l'effort de justification-interprétation pour verbaliser le processus de pensée. Et là, le formateur va pouvoir superviser le raisonnement clinique de l'apprenant. Et à la fin, l'apprenant peut donc avoir des objectifs de travail personnel d'apprentissage qui sont basés sur son besoin d'auto-formation. Ensuite, on va voir le PRS qui est le problème à résolution séquentielle. Là, l'apprenant va apprendre à filtrer des informations pertinentes, que ce soit subjectives ou objectives, puisque donc il y aura au fur et à mesure des données en plus, et là il va pouvoir résoudre le problème petit à petit, comme la cascade. L'intérêt de cette stratégie d'apprentissage, c'est que l'apprenant va pouvoir sélectionner les éléments utiles et on va pouvoir évaluer sa discrimination et son raisonnement. Ensuite, on va voir le RSCA, qui est le récit d'une situation clinique authentique. Là, au fait, il s'agit d'un exercice réflexif d'auto-évaluation de pratiques professionnelles et d'auto-formation. Ça comporte 4 parties. D'abord le récit, puis l'analyse, ensuite les tâches d'apprentissage induites, donc le besoin d'auto-formation à travers la découverte des lacunes qui seront faites par l'apprenant lui-même, et finalement la synthèse. D'abord le récit. Il faut savoir que là, il s'agit d'abord d'un récit subjectif où l'apprenant va s'impliquer. Il va employer le jeu. Il va exprimer son ressentiment. Il va donc exprimer ses émotions, ce qu'il a perçu, fait, dit, ainsi ce qu'il n'a pas fait ou pas dit. Le jeu, ça veut dire qu'il va tourner son attention vers soi-même, vers ses pensées, vers ses actions, plutôt que vers le contexte dans lequel s'est déroulée cette activité. Donc, il va se voir lui lors de la situation. C'est lui donc qui est donc qui porte toute l'attention. C'est les pensées qu'il a eues pendant cette situation, c'est les actions qu'il a eues qu'il n'a pas eues pendant cette situation. Donc, et ce jeu-là veut dire que à travers donc l'utilisation de ce jeu, à travers l'attention portée vers soi-même, faire ses pensées et ses actions, on peut avoir une posture réflexive. Donc là, on a dit qu'il s'agit d'un récit subjectif, mais il y a aussi un récit objectif puisque l'apprenant va relater l'histoire et la trajectoire du patient. Il va décrire l'action, le contexte, les comportements des différents acteurs. Il va rapporter le discours, des phrases qui ont été dites par le patient, par l'entourage, par les autres collègues, par les infirmières. Suite à ce récit, il y aura une analyse. Au fait, l'interne va analyser le contenu de la situation. Il s'agit donc d'un travail réflexif à froid, à distance de l'action. C'est comme s'il va être il va regarder cette situation de l'extérieur avec une distanciation. Et là, il va expliciter le comment. Au fait, comment il s'est pris, comment il a analysé, comment est-ce qu'il a pris ses décisions. Et ceci pour argumenter le pourquoi. Donc, pourquoi il a fait ça ou pas fait, pourquoi il a dit ça ou pas dit, pourquoi il a perçu ceci ou n'a pas perçu. Donc, dans le RSCA, au fait, l'apprenant va se prendre comme objet de sa réflexion. Il va analyser ses pensées, ses actions, et ceci d'une manière régulière et intentionnelle. Et de là, donc, émane le principe de la pratique réflexive. Le RSCA permet d'avoir une pratique réflexive. D'ailleurs, cette pratique réflexive, c'est tout un processus dans lequel il y a plusieurs étapes. D'abord, c'est accepter la complexité.
Ensuite, c'est comprendre, analyser la situation. Tout ceci pour donc comprendre ce que la personne, ce que le jeu a fait ou pas fait, ses différentes lacunes, ses actions, ses donc pensées et ceci permettra de penser différemment, donc d'agir autrement et d'avoir une évolution. Donc, au final, une transformation et une autonomie. La pratique réflexive est le cœur même de la pédagogie active, de l'apprentissage dans le cadre d'une approche par compétences. Lorsqu'on parle d'une pratique réflexive, il y a une autre stratégie d'apprentissage qui se base aussi sur ce principe de pratique réflexive qui permet cette pratique réflexive, c'est le portfolio. Mais le portfolio, c'est quoi? En fait, un portfolio, c'est une collection organisée et cumulative de travaux et de réflexions d'un étudiant, ou plutôt d'un apprenant, qui rassemble des échantillons de preuves d'apprentissage de manière à témoigner du développement de ses compétences sur la durée et sur sa formation. Donc, il permet d'avoir un niveau d'apprentissage à travers ces traces d'apprentissage et aussi, au fil du temps, il va permettre de voir une trajectoire de développement. Quel est le contenu du portfolio? En fait, il y a trois contenus. D'abord, le produit qui a été produit par l'apprenant. Il y a aussi la réflexion, donc ce qu'il a permis d'avoir des réflexions par rapport à ces produits. On va en parler. Et la communication, donc les différentes interactions avec les tuteurs, avec les pairs, les commentaires des superviseurs, des enseignants. Et donc, ces trois éléments sont très importants et il faut absolument l'association de ces trois éléments, produit, réflexion, et puis les commentaires sur le produit, les commentaires sur la réflexion pour avoir un portfolio complet. La réflexion, on a dit qu'on va en parler, au fait, c'est un ingrédient indispensable d'un portfolio. Comment on va apprendre, on va former l'apprenant à avoir cette réflexion. Au fait, pour l'aider à avoir cette réflexion, on va lui demander de se poser certaines questions. Donc, après avoir écrit son produit, il va se poser différentes questions, parmi lesquelles on peut l'aider à se poser en quoi l'expérience m'a posé problème, qu'ai-je réussi à accomplir, que puis-je apprendre à partir de cette expérience pour être en mesure de mieux résoudre les problèmes posés. Comment puis-je effectuer ces apprentissages? À partir de quelles ressources? Qu'ai-je appris à partir de cette expérience? Au fait, donc l'apprenant, après avoir écrit son produit, il va se poser toutes ces questions ou deux ou trois de ces questions. Donc c'est lui qui va choisir. Et au fur et à mesure, ça va devenir comme un automatisme. Il va commencer à se poser ces questions à partir de toute situation vécue pour faire cette réflexion. Donc, ce travail de revoir tout ce qui s'est passé avec une distanciation. Et l'apprenant va apprendre à se prendre comme objet de sa réflexion. Il va analyser ses pensées, ses actions, et ceci d'une manière régulière et intentionnelle. Et ceci, donc, comme on l'a dit, permettra la pratique réflexive. Et on peut dire que le portfolio est un prétexte pour faire une pratique réflexive. Donc, un besoin de se prendre comme objet de sa réflexion, d'analyser ses pensées, ses actions, de chercher à agir autrement, de chercher à avoir une transformation, à s'améliorer, à améliorer ses compétences. Et ceci permettra d'avoir une autonomie. Donc, en conclusion, là, l'apprenant, c'est vraiment l'acteur de sa formation, alors que le formateur n'est qu'un facilitateur. Il va le guider pour avoir cette formation, une formation qui se base sur des questions, mais pas sur des réponses. Ceci, va pouvoir motiver beaucoup plus l'apprenant, va développer son autonomie, développer son identité professionnelle et permet l'acquisition de compétences. Merci pour votre écoute.